Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cours de physiologie cellulaire ayant trait au cytosquelette. Nous allons tout d'abord commencer par un certain nombre de généralités. Le cytosquelette présente une impression très relative de rigidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le cytosquelette va donner effectivement une forme à la cellule, il va lui permettre de se maintenir debout en quelque sorte, d'avoir une forme spécifique à chaque cellule et à chaque type cellulaire. Il est composé de 3 structures moléculaires différentes que nous allons énumérer juste après. Cet édifice est en perpétuel renouvellement et présente un comportement très dynamique. Il est caractérisé par une grande plasticité structurale. Nous pouvons tout d'abord présenter les microfilaments d'actine, qui sont les plus petits, qui font de 7 à 9 nanomètres. Les microtubules, ce sont les plus gros, ils font 24 nanomètres de diamètre, et les filaments intermédiaires qui font pour leur part 10 nanomètres de diamètre. Sont représentées sur cette diapositive des structures épithéliales. Ici, ce sont des cellules épithéliales qui présentent une différenciation apicale. Nous pouvons penser notamment à des cellules épithéliales digestives telles que des entérocytes. Pourquoi? Parce que ces cellules présentent une différenciation apicale. Alors, on pourrait très bien supposer que cette différenciation apicale pourrait être des cils ou des microvillosités. Il y a un élément sur cette diapositive qui doit vous faire absolument penser à des microvillosités, c'est la présence notamment de filaments d'actine au centre de ces microvillosités. Commençons tout d'abord par le cytosquelette d'actine. L'actine sont des filaments qui sont relativement fins, qui font de 9 à 10 nanomètres. Ces filaments d'actine sont répartis dans l'ensemble du cytosquelette, mais représentés ici, notamment le cytosquelette d'actine sous-cortical. Vous pouvez distinguer ici que ces filaments d'actine sont tout autour de la cellule, juste en dessous de la membrane, côté intracytoplasmique. Et ici également, vous pouvez distinguer que ces microfilaments d'actine sont présents au centre de la microvillosité et vont donner ainsi une architecture à cette microvillosité, mais les microfilaments d'actine n'ont pas, dans le cas du cytosquelette cellulaire, de rôle moteur à proprement parler. Ensuite, nous pouvons parler des microtubules. Ces microtubules, ils s'assemblent à partir d'une structure que l'on appelle le centre organisateur des microtubules, qui est représenté ici par la structure verte. Ces centres organisateurs des microtubules, dans ce cas ici le centrosome, est toujours présent à proximité du noyau. Et les microtubules vont s'assembler, vont polymériser à partir de ce centre organisateur des microtubules sous la forme de structures rayonnantes. Troisième catégorie de filaments du cytosquelette, ce sont les filaments intermédiaires qui font 10 nanomètres de diamètre. Ces filaments intermédiaires sont répartis également dans l'ensemble du cytosquelette. Et tels qu'ils sont représentés ici, vous pouvez distinguer que ces filaments intermédiaires sont reliés à des protéines jonctionnelles que nous décrirons dans le cours sur les jonctions cellulaires. Donc finalement, ces filaments intermédiaires, ils n'auront pas de rôle moteur à proprement parler. Nous allons décrire cette fonction juste après. Mais par contre, ils vont donner également de la rigidité aux cellules et ils vont permettre aux cellules de s'ancrer les unes aux autres en étant reliées aux protéines jonctionnelles. Le cytosquelette va exercer un rôle dans différents processus cellulaires. Tout d'abord, il intervient dans les changements de morphologie cellulaire, mais également dans la contraction des cellules musculaires, dans l'élongation des nerfs,
niveau des axones, dans la construction cellulaire et la séparation des chromosomes au cours de la mitose, dans les différents mouvements du cytosol, mais également dans le transport vésiculaire. L'ensemble de ces filaments du cytosquelette sont répartis dans l'ensemble du cytoplasme et vont permettre différentes activités cellulaires que nous allons décrire en abordant chaque type de filament du cytosquelette. Vous retrouvez ici les microfilaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires, que l'on appelle souvent les filaments intermédiaires de cytokératine, mais nous verrons par la suite qu'il n'y a pas que des filaments de kératine dans les cellules. En fonction du type cellulaire, d'autres protéines peuvent rentrer en jeu dans la composition de ces filaments intermédiaires. Commençons tout d'abord par la structure des microfilaments d'actine. Ce sont des structures protéiques. Ils sont donc constitués d'acides aminés qui vont adopter une certaine conformation spatiale. Tout d'abord, les filaments d'actine sont composés d'actine globulaire que l'on appelle l'actine G. L'actine globulaire est représentée sur le schéma. Elle est composée de 4 domaines, le domaine 1, le domaine 2, le domaine 3 et le domaine 4. Ces 4 domaines sont séparés par un sillon central séparant le domaine 1 et le domaine 2 du domaine 3 et du domaine 4. Et c'est au niveau de ce sillon central que se localise le domaine de fixation de l'ATP et également le domaine de fixation du magnésium. La molécule d'ATP, qui est représentée ici en rouge, et le magnésium en jaune, sont en contact avec les deux lobes. Et la particularité de l'actine globulaire, c'est d'avoir le C-terminal et le N-terminal de la structure protéique localisés au niveau du domaine 1. Les deux lobes, donc 1 et 2 à droite et 3 et 4 à gauche, sont approximativement de taille équivalente. Vous retrouvez sur cette diapositive le monomère d'actine G ou actine globulaire, avec ses 4 domaines, 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez observer également le domaine de fixation de l'ATP au niveau du sillon central. Ce qui est caractéristique de ce monomère d'actine, c'est qu'il est polarisé. Il aura donc une extrémité plus et une extrémité moins. L'extrémité moins est dite à croissance lente ou extrémité pointue. L'extrémité plus est dite à croissance rapide, on l'appelle également l'extrémité barbelée. Vous allez ensuite prendre conscience que cette polarisation va être importante pour la polymérisation des filaments d'actine et va conditionner la vitesse à laquelle les monomères s'assemblent entre le pôle moins et le pôle plus dans le polymère. Sont présentes également différentes protéines qui sont des protéines capitales pour l'assemblage des monomères en polymère. Les différentes protéines sont représentées ici sur cette diapositive. Vous pouvez observer CAPZ, la gelzoline et la profiline. En effet, différentes protéines sont des protéines de liaison à l'actine. In vivo, la polymérisation de l'actine est contrôlée par différentes protéines, comme, je viens de vous l'énumérer, la profiline. Nous parlerons également du complexe ARP2-3, ARP2-3, CAPZ et la gelzoline. La profiline est une protéine de 15 kDa. Elle se fixe à l'actine monomérique, liant alors l'ATP
et aidant à la réintégration de l'actine dans le polymère. Le complexe protéique ARP2-3, que vous verrez sur la diapositive suivante, est impliqué dans l'initiation de la polymérisation. Ce complexe ARP2-3 présente deux protéines différentes, une de 42 et une de 47 kilodaltons. Le complexe se fixe côté moins de l'actine et sa présence favorise la formation d'une amorce constituée de 3 monomères liés entre eux. Ceci correspond au site de nucléation pour la formation de longs polymères. L'ARP2-3 joue donc un rôle important dans la désignation des sites où l'actine doit se polymériser. Les pôles plus et moins des filaments peuvent être protégés par des protéines de coiffage. C'est ce que l'on appelle les protéines de capping. Ces protéines empêchent l'actine, dans son état ADP, de quitter le polymère, mais empêchent aussi la polymérisation dans son état ATP. CAPZ est constitué d'un dimère de deux sous-unités, une sous-unité alpha de 34 kilodaltons et une sous-unité bêta de 30 kilodaltons. Elle se fixe au pôle plus, évitant ainsi la croissance rapide. Un autre exemple de protéine, c'est la tropomoduline, qui fait 40 kilodaltons, qui se fixe au pôle moins, évitant ainsi la croissance lente. CAPZ et la tropomoduline, comme on le verra plus tard, jouent un rôle important dans la stabilisation des polymères d'actine dans les muscles striés par exemple, en créant un polymère peu dynamique. Enfin, la gelzoline, qui fait 82 kilodaltons, en présence d'une concentration élevée de calcium cytosolique, se fixe au polymère d'actine et crée une coupure engendrant la dislocation du filament d'actine. La gelzoline reste fixée à l'extrémité plus, évitant ainsi la repolymérisation rapide. Les monomères d'actine G vont s'associer en filaments d'actine F. L'ATP et le magnésium permettent le processus de polymérisation. Différentes protéines s'associent également aux filaments d'actine, permettant de donner la structure et la forme au réseau. Ce réseau peut adopter des formes différentes en fonction du type cellulaire. Et les protéines de liaison appartiennent à la famille des chalponine homology domain. Sur la gauche ici sont présents deux filaments d'actine en microscopie électronique. Un segment de ce filament d'actine est représenté sous la forme d'une structure possédant différents monomères. Vous voyez que ces monomères s'associent en spirale. Ces monomères sont orientés moins, plus. Ici, trois couleurs ont été choisies de façon à pouvoir distinguer les monomères les uns des autres. Sur chaque monomère sont présents les 4 domaines, 1, 2, 3 et 4, le sillon central, au niveau duquel se positionnent l'ATP et le magnésium. Et comme chaque monomère est orienté moins, plus, le polymère sera également orienté moins, plus. Donc si vous prenez chaque monomère, sera présent ici l'extrémité moins, l'extrémité plus, du monomère suivant, l'extrémité moins et l'extrémité plus. Si on prend le monomère blanc qui est ici, son extrémité moins sera localisée vers le haut et l'extrémité plus sera localisée vers le bas. Et c'est le cas pour chacun des monomères. Trois types différents de cellules sont représentés sur cette diapositive. À gauche, vous pouvez distinguer un entérocyte, qui est donc une cellule épithéliale digestive, et sont présents ici les différenciations apicales que l'on appelle des microvillosités. Au centre des microvillosités sont présents les microfilaments d'actine.
Ces microfilaments d'actine sont eux-mêmes en contact avec l'actine sous-corticale, qui est localisée juste en dessous de la membrane plasmique, côté compartiment cytoplasmique. Au milieu, un fibroblaste, cellule caractéristique des tissus conjonctifs, qui sont notamment responsables de la synthèse des molécules constituant la matrice extracellulaire. Dans le cas présent, le fibroblaste est infecté par une bactérie que l'on appelle Listeria monocytogenes. Et toutes les structures filamenteuses que vous pouvez distinguer ici au centre de la cellule correspondent à des filaments d'actine. À droite est représentée une plaquette en microscopie électronique et vous pouvez distinguer ici un enchevêtrement de filaments protéiques qui sont les filaments du cytosquelette, dont bon nombre d'entre eux sont des filaments d'actine, et notamment sont présentes ici des extensions que l'on appelle des bundles, qui correspondent en fait à des filopodes ou des pseudopodes, ces structures qui permettent à la cellule de s'ancrer dans son support. On peut donc apparenter en fait ces structures à des bras cellulaires qui permettent à la cellule de se déplacer et de pouvoir ainsi créer des liaisons très fortes avec le support. Et sont présents au centre de ces extensions des filaments d'actine. Les filaments d'actine répondent à une dynamique d'assemblage bien spécifique. 3 étapes essentielles constituent la formation des filaments d'actine. Tout d'abord, la première étape correspond à l'étape de nucléation. Cette étape de nucléation est représentée sur la diapositive. Vous voyez qu'à partir de monomères d'actine G, se constitue tout d'abord ce que l'on appelle un noyau, constitué de 3 à 4 sous-unités. À partir de ce noyau, qui constitue donc la première étape de cette synthèse des filaments d'actine, de nouvelles sous-unités viennent s'assembler à ce noyau pour permettre l'élongation. Cette élongation correspond à un allongement de l'oligomère en filament. De nouvelles molécules d'actine G viennent s'associer au noyau, à la fois du côté plus que du côté moins. Vous pouvez distinguer que l'assemblage du côté plus est plus rapide, puisqu'il y a plus de sous-unités, que du côté moins, au niveau duquel il y a moins de sous-unités. L'assemblage sera toujours plus rapide du côté plus que du côté moins. Ensuite vient l'étape d'équilibre, ou steady state. À l'étape d'équilibre, il y a échange des sous-unités d'actine G aux extrémités, sans variation de masse du filament. Cela signifie qu'à partir du moment où apparaît une nouvelle sous-unité d'actine G qui vient se positionner dans le filament, partira une autre également sous-unité. On le voit mieux du côté moins. Vous voyez ici qu'une sous-unité arrive et une autre part. Donc si une sous-unité arrive et une autre part, à chaque fois, il n'y aura pas de variation de masse du filament. Sont représentées sur cette diapositive 3 étapes essentielles dans la dynamique des filaments d'actine. Tout d'abord, l'étape de polymérisation. ARP2-3 va servir de protéine essentielle à la formation du filament, puisque c'est à partir d'ARP2-3 que va se former le noyau, qui permettra la polymérisation. De nouvelles sous-unités d'actine G viennent s'assembler au filament d'actine. L'actine G, qui est sous forme ATP, doit être liée aux molécules de prophyline. Donc la structure qui va rentrer dans la composition du filament d'actine au moment de la polymérisation seront des molécules d'actine ATP liées à la prophyline. C'est ce que l'on voit ici. Vous distinguez des molécules d'actine G ATP liées à la prophyline qui viennent s'assembler dans le filament d'actine en cours de polymérisation. Ces molécules
d'actine G ATP viennent s'assembler du côté plus, mais il y aura également un ajout qui n'est pas représenté sur ce schéma, mais il y aura également un ajout du côté moins du filament. Une fois que l'actine ATP est intégrée dans le filament, la molécule de profiline se détache et pourra de nouveau se lier à de nouvelles molécules d'actine ATP et pourront également rentrer dans la synthèse de nouveaux filaments d'actine. Est représentée au milieu ici l'étape de dépolymérisation. Vous pouvez distinguer que les monomères d'actine, dans le cas de la dépolymérisation, sont sous la forme actine ADP. Le filament d'actine ADP est beaucoup moins stable que le filament d'actine ATP. En haut est présent un filament d'actine ATP, très dynamique, en phase de polymérisation. Et progressivement, l'actine ATP va se transformer en actine ADP. Donc, les monomères qui sont représentés bleus avec le centre blanc vont progressivement se transformer en monomères tout bleus. Mais cette hydrolyse de l'ATP va se faire progressivement. Donc une partie du monomère d'actine F sera sous forme d'actine ATP. Comme je viens de vous le dire, le monomère sous forme ADP va être moins stable et donc le polymère sous forme ADP sera également moins stable. Il aura tendance à se dépolymériser. Pour permettre une stabilisation du filament d'actine F, des molécules de cap Z devront se fixer à l'extrémité du filament. Et dans ce cas-là, le filament sera stable. Si les molécules de cap Z se détachent du filament, il va rentrer en dépolymérisation. La notion de concentration critique est un aspect très important pour la synthèse des filaments d'actine. La concentration critique, CC, est la concentration d'actine G en équilibre avec les filaments d'actine. Vous pouvez distinguer sur le graphe deux courbes, une courbe rouge et une courbe bleue. Sur l'axe des abscisses est représenté le temps, sur l'axe des ordonnées, la masse des filaments. Pourquoi deux courbes? Parce qu'il y a deux conditions physiologiques. Ceci a été réalisé in vitro. Vous avez une solution d'actine contenant dans un cas des noyaux, dans l'autre cas, elle ne contient pas de noyaux. Dans le cas où elle contient des noyaux, c'est la courbe bleue, elle est marquée plus nucléi. Dans le cas où elle ne contient pas de noyaux, elle est marquée moins nucléi et la courbe est rouge. Vous pouvez distinguer sur ce graphe les trois étapes de synthèse des filaments d'actine. L'étape de nucléation, l'étape d'élongation et l'étape d'équilibre. Dans le cas où la solution contient déjà des noyaux, c'est-à-dire un assemblage de 3 à 4 sous-unités d'actine G, l'élongation va pouvoir commencer de façon immédiate et dans ce cas-là, la courbe augmente très rapidement et nous pouvons également distinguer que la masse des filaments va également augmenter. Ça, c'est l'étape d'élongation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variation de masse du filament. Dans ce cas-là, nous sommes à l'état d'équilibre. Dans le cas où la solution ne contient pas de noyau, il faudra un petit moment de façon à ce que la nucléation ait lieu. C'est cette étape-là. Dans ce cas-là, il se forme des noyaux à partir des sous-unités d'actine G. Et une fois que ces noyaux se sont constitués, va pouvoir débuter l'étape d'élongation. C'est toute la phase de croissance, en fait, de la masse des filaments qui est représentée sur cette partie de la courbe. La concentration critique va déterminer la possibilité ou non de synthèse des filaments. Vous voyez que
Lorsque les monomères ont atteint la concentration critique, c'est-à-dire à l'endroit où vous pouvez ici voir la courbe en pointillé, une fois que cette concentration critique aura été atteinte, dans ce cas-là, la masse va pouvoir augmenter, les filaments vont pouvoir également se constituer à partir des monomères d'actine G. Si l'actine G est inférieure à la concentration critique, dans ce cas-là, il n'y a pas de polymérisation. Si l'actine G est supérieure à la concentration critique, dans ce cas précis, il y aura polymérisation. La polymérisation nécessite de l'énergie. Ce sont donc des monomères d'actine G sous forme ATP qui vont se transformer, se polymériser en actine F, qui va progressivement se transformer en actine F ADP, puisque tous les monomères d'actine G ATP vont être hydrolysés en actine G ADP. Donc au final, le polymère sera sous forme d'actine F ADP. L'extrémité plus du filament s'allonge 5 à 10 fois plus vite que l'extrémité moins. C'est une caractéristique du filament d'actine qui est très importante et qui va conditionner ainsi cette dynamique d'assemblage. Le réseau d'actine corticale est relié à la membrane plasmique et participe à la forme distinctive d'une cellule. Par exemple, dans une plaquette, nous pouvons distinguer la protéine qui permet de maintenir le réseau d'actine sous-corticale à la membrane plasmique. Cette protéine s'appelle la filamine. Dans les érythrocytes, cette protéine s'appellera la spectrine. Dans le muscle, ici au centre, cette protéine est la dystrophine. Vous devez connaître une maladie qui s'appelle la dystrophie musculaire. Dans ce cas-là, il s'agit d'une mutation de la protéine dystrophine qui est donc anormale et qui permet un mauvais ancrage, voire une absence d'ancrage entre le cytosquelette d'actine sous-corticale et la membrane plasmique. Cette anomalie, cette pathologie également très invalidante chez les personnes qui sont atteintes de cette pathologie, de cette dystrophie musculaire, les cellules musculaires ne pourront pas contracter dans des conditions normales. Dans les cellules épithéliales, d'autres protéines sont présentes, par exemple la fimbrine et la facine, dans les microvillosités. Et ces protéines vont donner également une forme spécifique au réseau et seront très importantes dans l'attache des filaments d'actine à la membrane plasmique. 3 étapes différentes dans l'activité en fait, de ces plaquettes sont représentées ici. Des plaquettes qui sont circulantes, qui ont une forme plutôt ovale ou ronde. Des plaquettes qui sont liées à leur support. Là, vous voyez que la plaquette va s'étendre et va s'étaler sur son support. Et enfin, des plaquettes qui vont émettre des prolongements, des pseudopodes, qui vont leur permettre de s'ancrer encore mieux au support et de pouvoir se déplacer sur le support. Il existe principalement 3 arrangements de filaments d'actine. Tout d'abord les faisceaux parallèles, que l'on retrouvera par exemple dans l'architecture des microvillosités, des réseaux formant des mailles, qui peuvent être retrouvés notamment par exemple dans les plaquettes, et des faisceaux contractiles, caractéristiques du muscle. Ici, les filaments d'actine sont maintenus, polarisés et polymérisés par CAPZ, à l'extrémité plus, permettant de relier ces filaments d'actine la molécule de fimbrine qui fait 20 nanomètres et qui permet, de par sa structure et son organisation, de maintenir les faisceaux parallèles. Par exemple, la filamine, que l'on retrouve dans les plaquettes, est une protéine de 80 nanomètres qui est constituée de 2 bras, et vous voyez clairement dans l'agencement spatial que ces 2 bras permettent de maintenir des filaments d'actine qui adoptent une structure croisée, avec toujours la protéine CAPZ qui stabilise ces structures polymérisées à l'extrémité plus. Dans le cas des faisceaux contractiles, c'est l'alpha-actinine
qui fait 40 nanomètres de longueur et qui permet également d'avoir des faisceaux parallèles, mais qui auront une structure particulière permettant à la myosine de pouvoir se déplacer sur les filaments d'actine. Dans ce cas-là, c'est la myosine 2, caractéristique des structures et des faisceaux contractiles du muscle strié squelettique. Les sites de nucléation dans la cellule sont toujours représentés par ARP de 3, visible ici, sous la forme d'une structure rouge bien visible. Pour qu'une cellule synthétise des filaments d'actine, polymérise des filaments d'actine pour former par exemple un lamellipode, lors de la migration cellulaire, il faudra que cette cellule reçoive un signal qui va être un signal envoyé et porté par une molécule diffusible que l'on appelle une chémokine. Cette chémokine se fixe sur un récepteur et à partir de l'interaction ligand-récepteur va s'en suivre une signalisation intracellulaire, une cascade de signalisation intracellulaire qui va conduire à la polymérisation des filaments d'actine. Ces filaments d'actine en cours de polymérisation vont pousser ainsi la membrane plasmique et vont permettre la formation de la protrusion cellulaire à l'origine de la formation du phylopode. Dans les microvillosités, les filaments d'actine vont adopter une architecture et un assemblage bien spécifiques. Vous pouvez remarquer ici la façon dont ces microfilaments d'actine vont se positionner au centre de la microvillosité. Par rapport au plan de coupe, vous pouvez distinguer 1, 2, 3, 4, 5, 6 filaments d'actine périphériques et un central. Et cet agencement spatial est permis grâce aux molécules de fimbrine qui permettent de relier et d'espacer de 20 nanomètres l'ensemble de ces filaments d'actine. Et cette organisation sera toujours la même au centre des microvillosités. À l'extrémité plus des filaments d'actine, ils sont stabilisés par la molécule de Cap Z. Donc une fois que ces structures sont polymérisées, elles sont très stables au centre des microvillosités et elles ne se dépolymériseront a priori pas. Ces microfilaments d'actine au centre des microvillosités sont en relation avec l'actine sous-corticale que l'on voit ici sur cette figure. La myosine est une protéine motrice essentielle dans le rôle moteur de la cellule. La plupart des mouvements cellulaires sont dépendants de l'actine et d'une protéine motrice, la myosine. Il existe environ 13 myosines identifiées, possédant une ou deux chaînes lourdes et plusieurs chaînes légères. Elles sont régulées par le calcium et la vitesse de déplacement est spécifique de chaque myosine. Un exemple de fonctionnement actine-myosine, le muscle strié squelettique. Un muscle squelettique est constitué de cellules que l'on appelle des myocytes. Ces cellules comprennent également des structures que l'on appelle des myofibrilles. Et chaque myofibrile est constituée d'un enchaînement de structures contractiles qui portent le nom de sarcomère. Séparant les sarcomères, une structure caractéristique qui porte le nom de disque Z. Le sarcomère est l'unité de fonctionnement du muscle strié. Il est composé de filaments fins d'actine. Ces filaments fins d'actine sont reliés au disque Z par leur extrémité plus. À l'opposé de cette extrémité plus, nous pouvons retrouver les extrémités moins des filaments d'actine, ici et ici. Et entre ces filaments fins d'actine sont présents les filaments épais de myosine qui s'inversent au milieu du sarcomère, c'est-à-dire à l'endroit où est positionnée la ligne M. Le sarcomère comme unité de contraction présente un état étiré et un état contracté. À l'état étiré, un sarcomère mesure environ
4 micromètres de long. Lorsqu'il est contracté, il ne fera que 2,4 microns de long. La contraction musculaire répond à une cinétique bien spécifique avec une interaction de différentes structures moléculaires. La première étape correspond à la fixation du nucléotide ATP sur la tête de myosine et la dissociation de la tête de myosine du filament d'actine. L'étape 2, la tête de myosine pivote et se fixe à une nouvelle unité d'actine, puis l'ATP est hydrolysé en ADP plus PI. L'étape 3 est caractérisée par la libération du phosphate inorganique, et dans ce cas-là, la tête de myosine pivote et fait avancer le filament d'actine. C'est la base de la contraction musculaire. Enfin, l'étape 4 correspond à la libération de la molécule d'ADP en attente d'une nouvelle molécule d'ATP et donc d'un nouveau cycle. Il faut savoir que pour une contraction musculaire, le fait de bouger la jambe, de lever le bras, des centaines et des centaines de cycles de ce type auront lieu pour faire contracter le muscle et permettre donc le raccourcissement du muscle. Deuxième catégorie de filaments du cytosquelette, les microtubules. Les microtubules sont constitués de sous-unités de tubuline. Chaque sous-unité de tubuline est constituée elle-même d'un hétérodimère d'alpha et de bêta-tubuline. Seul le GTP fixé sur la bêta-tubuline, ce que l'on voit ici, sera hydrolysé et transformé en GDP. Le GTP fixé sur l'alpha-tubuline restera toujours sous forme de GTP. 13 protofilaments constituent un microtubule. Chaque protofilament est constitué d'un assemblage de sous-unités d'alpha et de bêta-tubuline. Une extrémité moins et une extrémité plus caractérisent également, comme pour les filaments d'actine, le microtubule et diffèrent par leur vitesse d'assemblage des sous-unités. Vous pouvez distinguer sur cette diapositive des microtubules en microscopie électronique, ici au centre, et des microtubules en microscopie à fluorescence. À gauche sont représentées à la fois une cellule en interphase. Vous pouvez voir que le cytoplasme de la cellule est parcouru d'une multitude de microtubules, très concentrés au niveau du centrosome, correspondant au centre organisateur des microtubules et toujours localisé à proximité du noyau. Dans le cas d'une cellule en mitose, les microtubules que l'on va appeler les microtubules du fuseau, ce sont des microtubules spécifiques, permettront le positionnement des chromosomes en plaque équatoriale et ils participeront également à la dynamique de tractage des chromosomes, enfin des chromatides, au moment de l'anaphase, c'est-à-dire au moment où chaque lot de chromosomes va être attribué à une cellule fille. Dans le cas d'un neurone en culture, également visualisé ici en microscopie à fluorescence, les microtubules peuvent être marqués et apparaître sous la forme de structures fluorescentes dans les prolongements de ce neurone, à la fois au niveau d'axone ou de dendrite. Au niveau du cône de croissance de l'axone sont présents des filaments d'actine. Les microtubules s'assemblent à partir d'un centre organisateur que l'on appelle le COMT pour centre organisateur des microtubules. Il existe deux types de COMT, le centrosome, constitué lui-même de deux centrioles, et les corps basales. La gamma-tubuline intervient
dans la polymérisation au niveau justement des centres organisateurs des microtubules. Les microtubules participent à la migration des chromatides vers les pôles de chaque cellule fille lors de la mitose. Encore une fois, les microtubules sont polarisés, moins, plus. L'extrémité moins est orientée côté centrosome et l'extrémité plus est orientée côté chromosome. Le kinétochore est une zone particulière du chromosome et c'est à ce niveau-là, au niveau des protéines constituant le kinétochore, que le microtubule du fuseau vient s'assembler et s'accrocher pour permettre de pouvoir tracter les chromosomes au moment de la mitose. La dynamique d'assemblage du réseau répond également à des critères bien spécifiques. Les microtubules s'assemblent à partir de dimères d'alpha et de bêta-tubuline et leur stabilité va être température dépendante. La concentration critique va être la concentration à partir de laquelle la polymérisation sera possible dans la cellule. Sur l'axe des abscisses est représentée la concentration de tubuline, aussi bien sur le schéma de gauche que sur le schéma de droite. La courbe verte correspond à la vitesse d'assemblage et donc à la polymérisation ou à la dépolymérisation des filaments de microtubules. Lorsqu'on est au-dessus de la concentration critique, représentée ici par la courbe en pointillé, il y a polymérisation des microtubules. Lorsque l'on est en dessous de la concentration critique, il y aura dépolymérisation des microtubules. Vous pouvez distinguer également sur le schéma de droite que la concentration critique est différente en fonction de l'extrémité du microtubule que l'on considère. Si on regarde l'extrémité plus du microtubule, vous voyez que l'assemblage est facilité puisque cet assemblage va intervenir à une concentration en tubuline plus faible qu'à l'extrémité moins. La courbe jaune représente la polymérisation ou la dépolymérisation à l'extrémité plus. La courbe bleue représente la polymérisation ou la dépolymérisation à l'extrémité moins. Vous voyez que à une concentration plus faible en tubuline, la polymérisation peut avoir lieu à l'extrémité plus. Si l'on est en dessous de la concentration critique, il y aura dépolymérisation à l'extrémité plus. Il faudra une concentration en tubuline supérieure pour permettre une polymérisation à l'extrémité moins des microtubules. Si l'on est en dessous de la concentration critique, il y aura dépolymérisation également à l'extrémité moins des microtubules. Donc si les dimères d'alpha et de bêta-tubuline sont supérieurs à la concentration critique, la polymérisation pourra avoir lieu. Si les dimères d'alpha et de bêta-tubuline sont inférieurs à la concentration critique, il y aura dépolymérisation des microtubules. L'assemblage et le désassemblage des dimères se fait préférentiellement à l'extrémité plus des microtubules. Les microtubules présentent la propriété de tapis roulant. On parle également d'instabilité dynamique. Gardez à l'esprit que ce sont des structures extrêmement dynamiques qui vont en permanence polymériser, dépolymériser en fonction des besoins de la cellule. Ces microtubules jouent le rôle en fait de rails dans la cellule. Ces rails sont orientés plus, moins. Et donc, les protéines motrices qui se déplacent à la surface des microtubules vont être spécifiques. Elles vont soit se déplacer vers l'extrémité plus, c'est le cas de la kinésine, soit elles vont se déplacer de la gauche vers la droite, ici sur le schéma, et donc vers l'extrémité moins. Dans ce cas-là, c'est la dynéine qui va intervenir comme protéine motrice sur les microtubules. Ces protéines motrices, elles vont avoir la charge de transporter des cargaisons. Ces cargaisons peuvent être par exemple des protéines intervenant dans la constitution
d'organites cellulaires. Cette cargaison peut être également une mitochondrie. Elle peut être un fragment d'organite, c'est-à-dire un fragment de réticulum endoplasmique. Ça peut être également des vésicules de sécrétion. Donc tout ce qui doit être amené à être déplacé dans la cellule sera notamment déplacé à la surface de ces microtubules, dans la mesure où ils sont orientés dans toutes les directions de l'espace dans la cellule, et grâce à des protéines motrices spécifiques. Kinésine vers le pôle plus, dinéine vers le pôle moins. Vous pouvez voir également que ces protéines présentent des similitudes avec la myosine par exemple. On distingue notamment des chaînes légères et des chaînes lourdes, des structures globulaires également, qui sont notamment les structures qui vont être en contact avec le microtubule. Et à l'extrémité, des structures protéiques également qui peuvent porter la cargaison, comme le feraient deux bras d'un individu portant une charge. Les MAP correspondent aux microtubules associated proteins, qui sont en fait des structures de maintien des microtubules. En l'absence de MAP, le microtubule va avoir tendance à se dépolymériser. Le mouvement des chromosomes au cours de la mitose font appel bien sûr aux microtubules, nous venons de le voir, mais également à différentes protéines motrices. Vous pouvez distinguer sur ce schéma un chromosome et sa structure particulière située à peu près au centre du chromosome que l'on appelle le kinétochore et au niveau duquel le microtubule kinétochorien va venir se fixer. Différentes protéines motrices interviennent également dans le déplacement des chromosomes. Vous pouvez distinguer ici la kinésine, ou, si l'on grossit davantage, la kinésine 5. À nouveau la dinéine. Donc, retenez que ces protéines motrices de la famille de la dinéine, de la kinésine, participent au déplacement également, tel qu'il est représenté ici et représenté par des flèches, vont permettre le déplacement des chromosomes à la surface des microtubules. Mais interviendrait également un phénomène de dépolymérisation des microtubules au moment où les deux chromatides sont attirées vers les pôles des deux futures cellules filles. Encore une fois, ces microtubules sont polarisés. Vous voyez que l'extrémité plus est orientée côté chromosome et l'extrémité moins est orientée côté centre organisateur des microtubules. Dans un neurone, et au niveau de ses prolongements, en particulier de l'axone, s'en présentent différentes structures du cytosquelette. Par exemple, ici, les microtubules sont présents au centre donc, de l'axone, sur toute la longueur de l'axone, et permettront, une fois de plus, de représenter, enfin de constituer des rails permettant le déplacement des vésicules de sécrétion. Dans le cas d'un neurone, qui est une structure sécrétrice de neurotransmetteurs, ces molécules de neurotransmetteurs sont synthétisées dans le corps cellulaire, c'est-à-dire à proximité du noyau, à l'endroit où sont localisés tous les appareillages de synthèse des protéines, mais les neurotransmetteurs ne sont pas libérés à partir du corps cellulaire, mais à l'extrémité des prolongements, à l'extrémité de l'axone. Donc ces vésicules de neurotransmetteurs que vous pouvez distinguer sur le schéma vont être transportés par des protéines motrices à la surface des microtubules jusqu'à l'extrémité de l'axone et donc au niveau du bouton synaptique où seront libérés ces neurotransmetteurs. La troisième catégorie de filaments du cytosquelette sont les filaments intermédiaires de kératine ou de cytokératine. Ce sont des filaments protéiques d'environ 10 nanomètres de diamètre. Ils sont constitués de différentes protéines qui sont classées en 5 catégories principales. Les protéines dites de type 1, qui sont les kératines acides, que l'on retrouve dans les structures épithéliales. Les types 2, dites kératines basiques, retrouvées également dans les structures épithéliales. Enfin, les kératines de type 3, telles que la vimentine, la desmine,
la glial fibrillary acidic protéine, la GFAP, et la périphérine sont retrouvées dans des structures aussi variées que le mésenchyme, le muscle, les cellules gliales, les astrocytes ou les neurones, respectivement. Les protéines de type 4, spécifiques des neurofilaments, sont bien sûr retrouvées dans les structures de type neurone. Les protéines de type 5 sont les lamines que l'on retrouve spécifiquement dans les noyaux cellulaires et dans la constitution de la membrane nucléaire. Ces structures fournissent un support mécanique à la membrane plasmique. Elles n'ont pas de rôle moteur. Et ça, c'est très important que vous reteniez ceci. Elles n'ont pas de rôle moteur. Elles forment des structures très stables. Une fois qu'elles sont constituées, elles ne seront pas amenées à se dépolymériser comme peuvent le faire les filaments d'actine ou les microtubules. Les kératines sont les plus exprimées dans les cellules. Elles ne sont pas polarisées. Elles peuvent être constituées par des homopolymères ou des hétéropolymères. Les filaments intermédiaires de kératine dans les structures épithéliales sont représentés ici quelques filaments intermédiaires. C'est bien sûr très schématique, et c'est simplement pour vous montrer que ces filaments intermédiaires sont en contact avec des protéines jonctionnelles. Ici, nous pouvons distinguer que la structure épithéliale et de jonction qui est représentée est un desmosome. Donc ces filaments intermédiaires de kératine sont en contact avec les protéines jonctionnelles à la fois sur la face basolatérale comme sur la face basale. Ici, ce sont des hémidesmosomes qui sont représentés avec des protéines jonctionnelles spécifiques qui sont les intégrines. Nous reverrons ça de façon détaillée dans le cours sur les jonctions cellulaires. Tout autour de la cellule, vous pouvez distinguer une multitude de petits points lumineux. Ces points lumineux correspondent à des structures jonctionnelles et notamment en contact avec ces points lumineux, des filaments intermédiaires de kératine qui sont notamment très visibles en contact avec ces points lumineux, donc ces structures jonctionnelles. Les filaments intermédiaires de kératine répondent également à une dynamique d'assemblage bien spécifique. Le monomère, qui est donc une structure protéique, présente une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Ces protéines peuvent être glycosylées, vous pouvez voir ici des sucres, phosphorylées, des groupements phosphates, mais elles présentent toutes un domaine central en hélice alpha, caractérisé notamment par la présence d'acides aminés hydrophobes. Ces monomères vont s'associer en dimères, et notamment ces dimères sont des dimères dits parallèles. Ça veut dire que sur les deux monomères formant le dimère, l'extrémité N est du même côté et l'extrémité C sera à l'extrémité opposée. Le domaine central est un domaine torsadé. Ensuite, les dimères s'assemblent en tétramères. On va dire que ces tétramères sont antiparallèles. Pourquoi? Parce que sur un dimère possédant son extrémité N d'un côté et son extrémité C du côté opposé, vous voyez que la structure dimérique qui vient s'associer pour former le tétramère sera orientée dans l'autre sens. Elle présentera l'extrémité C à gauche et l'extrémité N ici à droite, avec notamment un petit décalage entre justement ces deux dimères. Ensuite, les tétramères s'assemblent bout à bout pour former ce que l'on appelle un protofilament. L'extrémité C d'un dimère vient s'abouter à l'extrémité N d'un autre dimère. Et pareil pour les deux dimères qui viennent parallèlement
s'associer pour former le protofilament. 8 protofilaments vont constituer un filament intermédiaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Chaque protofilament est constitué d'un tétramère. Cette structure fait 8 à 10 nanomètres de diamètre. Il y aura bien évidemment, de façon à maintenir cette organisation spatiale, différentes protéines associées. Différentes protéines relient entre eux les filaments intermédiaires et jouent un rôle dans l'intégration de ce réseau protéique aux autres éléments du cytosquelette. Voilà, ce cours est désormais terminé. Il représente le premier volet de mon cours de physiologie cellulaire. Nous verrons par la suite le cours sur les jonctions cellulaires et la matrice extracellulaire. À bientôt.